Je vais faire la course contre un pilote de Formule 1. Dans la GT3 RS qu'on vient de remettre à neuf. Pour être pilote de Formule 1, il faut être rapide. Vraiment rapide. Après tout, il n'y a que 20 places disponibles dans le monde entier. Mais on va bientôt voir à quelle vitesse il roule vraiment quand on en mettra un contre moi sur la piste dans cette GT3 RS. Le pilote de F1 conduira aussi une voiture similaire. Mais avant de nous rendre sur le circuit, je dois acquérir autant d'avantages que possible. Bon, ça m'a demandé énormément de boulot pour y arriver. Et si on a pu le faire, c'est uniquement grâce aux gars de JZM. Les pros ont été appelés à la rescousse. Et en fait, je vais prendre un peu de recul à partir de maintenant, car ces gars vont démonter les voitures et tout sera plus clair. Une fois que la voiture sera enlevée, je ne sais pas ce qu'ils vont enlever. Mais tout notre boulot va être réduit à néant. Et on va être sérieusement inspecté par des nerds professionnels. La GT3 RS est déjà connue pour être l'une des meilleures voitures de course homologuées pour la route. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais il y a des moyens d'améliorer ça. Et maintenant, après avoir refait le moteur, le châssis et toute la voiture, JZM est venu dans mon atelier pour démonter complètement cette voiture. Et il ne me laisse pas y toucher. Du moins pas encore. Ces gars doivent vérifier la voiture pour être sûr que notre réparation est parfaite. Sinon, les améliorations qu'on va apporter à la voiture seront en vain. Ce type a transporté pour 100 000 livres de panneaux à l'arrière de son véhicule. Et il est arrivé. 100 000 livres sterling. Ça peut sembler beaucoup, mais c'est probablement l'une des seules améliorations que vous pouvez apporter à une voiture qui augmente vraiment sa valeur. J'espère bien. On reviendra plus tard sur ce qu'il y a dans les boîtes. Mais pour l'instant, les gars de JZM doivent enlever les roues et soulever la voiture pour pouvoir inspecter toute la suspension qu'on a installée. Jusqu'ici, tout va bien, ça marche bien, sauf pour les roues. Il n'y a pas de graisse dessus. Et on voit déjà tous les endroits où la roue commence à s'user. Bon, on met un peu de graisse là-dessus, ça devrait briller comme la pluie. Donc, pour l'instant, tout va bien. Mais il reste encore pas mal de chemin à parcourir. Maintenant, ils enlèvent les garnitures des arceaux, certaines moulures sous le capot, parce qu'ils doivent commencer à retirer le pare-choc avant. Absolument tout doit être inspecté ici. Ce qui me stresse pas mal. Tout est vraiment tendu en ce moment. Non, pas tout à fait. Mais le ruban adhésif tient aussi un peu de tension. J'aime bien les réparations en patchwork. Quand il le faut. Bon, ils ont repéré quelques petits problèmes ici et là, mais rien de grave qui ne puisse être réparé. Ce qui les intéresse surtout, c'est de savoir si la voiture est bien droite. Mais avant de s'y mettre, ils commencent par démonter la suspension arrière. Ensuite, la voiture est soulevée, le diffuseur arrière est enlevé, ce qui leur permet d'examiner le dessous du moteur et l'ensemble du système d'échappement. Ensuite, ils passent à l'avant pour enlever la suspension avant. Jusqu'ici, tout va bien. La voiture est démontée. Maintenant, je dois être sûr à 100% que cette voiture est parfaite, que notre reconstruction est parfaite. Parce que la seule raison pour laquelle on peut faire ce qu'on a fait à cette voiture, c'est si elle est parfaite. Car ils étaient plutôt réticents à le faire sur une voiture accidentée. Je sais pas pourquoi j'ai mis des guillemets, elle a été accidentée. Mais là, en dessous, il y a un truc que je connais et que j'espère qu'ils n'ont pas encore repéré. On a des pièces aérodynamiques cassées. Quand on l'a construit, C'était juste un petit truc, on voulait juste finir la voiture. Je ne voulais surtout pas abandonner et ne pas finir la voiture à cause de cet aéro cassé. J'ai donc une pièce de rechange pour ça. Bon, je vais la changer. Et en plus, il y a d'autres trucs cassés là-dessous, qu'on va aussi remplacer. Donc on commence par ça. Bon, même si pour vous et moi, c'est une chose insignifiante dans un guide d'admission, les fans de Porsche prennent ça super au sérieux. Tout dans cette voiture est là pour être fonctionnel. Donc on doit s'assurer que tout est correct. J'en ai un nouveau. Donc, ils ne sauront pas que... il a été cassé. Sur mon ancien, on l'avait cousu à la main. Super. On s'en tirerait si c'était juste ma voiture, mais maintenant, comme on a les fans de Porsche qui s'en occupent, tout doit être parfait. Et comme on va courir contre un pilote de Formule 1 plus tard, toutes ces petites choses pourraient nous donner l'avantage dont on a besoin pour le battre. Même si ça peut paraître irréaliste. Une fois que le guide d'admission est en place, j'installe le nouveau système de refroidissement des freins sur le côté droit.
Il se glisse à sa place et le capteur de température de l'air ambiant s'éclipse aussi. Et maintenant, je pense que la voiture est parfaite et prête pour son upgrade. Cette boîte contient 100 000 livres sterling d'investissement, parce que... Et ça a l'air dingue. Mais ce kit augmente en fait la valeur d'une Porsche, parce que il fait partie de Porsche et que tout le monde ne peut pas l'acheter. Le kit qui va être installé sur cette voiture s'appelle un kit Montey Racing. Montey Racing. Et si c'est cher, c'est parce que ça a une fonction. Donc c'est pour les gens qui prennent leur Porsche très au sérieux et qui ont besoin d'un petit plus en termes de performance sur le circuit. Améliorer l'aérodynamisme de la voiture, booster ses performances, ce qui permet ensuite d'améliorer le temps autour, surtout sur le circuit du Nürburgring. Les kits sont tellement bien faits que Porsche a racheté la plupart des parts de Montey en 2013. Du coup, tous les kits doivent maintenant être fabriqués selon les normes de qualité Porsche. Oh, regardez, on a l'agrément TUV. C'est super allemand, non? Et ce kit est super complet. Oh là là! C'est quoi ce truc? Et si ma voiture est en bon état, on va l'installer. Et on a vraiment de la chance de pouvoir le faire ici. Parce que d'habitude, il faut aller chez Porsche pour ça. Donc on enfreint pas mal les règles Porsche en ce moment. Et j'espère que ça nous donnera un avantage sur le pilote de Formule 1 plus tard. Il n'est pas content. Voilà le kit Montey pour la GT3 RS. Ça n'a pas l'air terrible pour l'instant. Mais ça ira une fois qu'il sera sur la voiture. Première étape, le câblage. Toute la nouvelle suspension est contrôlée électroniquement, comme la suspension standard. Mais au lieu d'utiliser le harnais standard, elle utilise un harnais Montey. Comme vous pouvez le voir, l'une des prochaines étapes consiste à faire le câblage. Ce qui est bien trop compliqué pour moi. Ces gars savent ce qu'ils font. Mais pour faire ça, on va aussi devoir enlever cette vitre arrière. Mais on a déjà appris que... En fait, c'est du plastique. Regardez ça. Je peux littéralement le pousser vers le bas et le plier. Les gars de Screensaver sont là pour l'enlever. Et je parie que ça va casser quand on l'enlèvera. Un simple courant d'air pourrait la briser. Aussi, pour vous prévenir, c'est nous qui l'avons installé. Screensaver a donc commencé à essayer de retirer cette vitre arrière sans la casser. Pendant ce temps, je préparais la suspension. Voici la nouvelle suspension de Montey. Mais comment pourrait-elle être mieux que la suspension standard que Porsche a mis des années à développer? Eh bien, c'est possible. Et si on doit améliorer la suspension, c'est parce qu'on va ajouter beaucoup plus d'appui aérodynamique à la voiture. À la bonne vitesse, avec le kit Montey, la GT3 RS aurait une force d'appui de 1000 kg. C'est une tonne en plus. Donc la suspension doit pouvoir supporter tout ça. Mais il y a certaines pièces de la suspension d'origine dont j'ai besoin, et que je vais devoir installer sur la Montey. Je suis en train de les démonter. Le lifting du nez est terminé. Voici le lifting du nez. Du fluide hydraulique est injecté dans cette partie, ce qui fait monter la hauteur de la suspension avant. Et on veut garder ça pour pouvoir relever l'avant quand on passe sur des dodanes. Maintenant, on a la suspension Montey ici, donc en dessous, on veut mettre le relevage avant. Pas en bas de celui-là, parce que c'était un amortisseur de suspension arrière. Mais voilà celui de l'avant. D'abord, on met la bague de verrouillage. Ensuite, on visse le nez sur cette bague de verrouillage. Et pendant que je faisais ça, les gars de Screensaver ont réussi à enlever la vitre arrière sans la casser. Édition limitée, même si elle était débloquée. Waouh! Magnifique! Du coup, mon père les a récompensés avec du iFood. Maintenant que la vitre est retirée, les gars de JZM ont plus de place pour installer le faisceau de câble et la nouvelle suspension. En plus du faisceau, il y a aussi une unité de commande séparée pour la suspension. Une fois tout ça installé, on pourra toujours contrôler la suspension avec les boutons d'origine sur le volant. Bon, voilà la coupelle. Et ça va servir à régler la hauteur de caisse. Donc selon où on place cette coupelle, plus elle est haute, plus la voiture sera haute, plus elle est basse, plus la voiture sera basse. Et il y a aussi une mesure Montey. Et il va me la dire maintenant. 11 mm. 11 mm. Du bas de la plaque à ressort jusqu'en haut du dispositif de réglage. Il y a encore du chemin à faire. Ouais, on a encore pas mal de boulot. Pour l'instant, ce ne sont que des estimations approximatives. Tout sera réglé une fois que la voiture sera équipée du kit Montey. Parce que, bien sûr, il y aura des poids différents selon les coins de la voiture. Maintenant, je continue à installer le reste de la suspension sur la jambe de force, sous le regard attentif des gars de JZM. Je peux monter ce kit uniquement s'ils me surveillent de près.
ce qui veut dire qu'ils sortent la clé dynamométrique. Ces gars bossent avec Montey depuis 1999. Beau boulot, regardez ça! Une suspension Montey complète, avec ressort et relevage avant. On y va. Allons-y. On installe la suspension Montey. Encore une fois, comme Porsche fait maintenant partie de Montey, elle s'adapte exactement comme la suspension Porsche d'origine. Je ne m'attendrai pas à autre chose, vu le prix que j'ai payé. Les boulons de fixation supérieurs servent à maintenir la jambe de force sur la voiture. Je peux ensuite commencer à monter le reste de la suspension. Je mets le moyeu de roue, le triangle inférieur, puis le triangle supérieur. Je peux ensuite connecter le moyeu de roue à tous les bras de suspension et triangle. Après, je peux tout serrer. Donc ça, c'est le nouveau câblage qui va servir à ça? Je m'en souviens pas. Avec le kit, t'as 7 nouveaux capteurs accéléromètres. Ouais, qui communiquent en direct avec l'unité de contrôle. Ça permet juste de régler la compression et le rebond beaucoup plus vite. Et avec beaucoup plus de précision. Ouais. C'est un truc de nerd. Mais au final, ça va améliorer la voiture. On ressort la clé dynamométrique et le marqueur. À quoi ça sert? Maintenant, je sais que je les ai serrés. Je les utilise tout le temps. Sur toutes les constructions, vous allez trouver de la peinture partout sur cette Rebelto. Maintenant que les boulons du haut sont bien serrés et marqués au marqueur, je dois faire pareil pour tous les boulons que j'ai fait sur la suspension. Tu vas dire que celui-là aussi est serré. Il va falloir le serrer. Ça doit être genre 5 Nm. Non, c'est 600. Ok, sors la pelleteuse. La suspension arrière. La mesure est de 72 mm. Ce qui est à peu près ça. Va falloir faire quelques réglages après. Je vais la faire glisser vers le haut. On va mettre tous les boulons de fixation supérieure. La suspension arrière est encore plus facile que l'avant. N'oubliez pas qu'on a déjà remis cette voiture à neuf. On sait exactement comment ça marche. On visse les boulons supérieurs, on met le boulon de jambe de force, puis le bras de suspension inférieur. On serre le tout, et maintenant, il ne reste plus qu'à câbler la suspension. C'est un moment important. Bon, le câblage est en train d'être installé. Maintenant, c'est à nous de jouer, parce qu'on a déjà collé la vitre avant pour mettre la nouvelle vitre. On est en train de transformer la GT3 RS en fourgon. Voici notre nouvelle vitre, qui est opaque. J'ai appris ce mot à l'école. Voilà, et ça va tenir l'aéro. Donc c'est super important qu'on le mette en place parfaitement. Allons-y. Pourquoi changer une vitre arrière qui permet de voir à l'extérieur pour une simple plaque de fibre de carbone? Eh bien, Montey voulait ajouter un élément aérodynamique à la lunette arrière comme vous le verrez plus tard dans la vidéo. Mais en Allemagne, c'est illégal d'ajouter des trucs au pare-brise qui gênent la visibilité. Mais ce n'est pas illégal de changer complètement le pare-brise. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont remplacé le verre par de la fibre de carbone. Comme ça, ils peuvent ajouter des éléments aérodynamiques. J'utilise une partie de mon porte-vélo comme support à ventouse pour maintenir cette pièce en fibre de carbone. Maintenant, mon père et moi devons la glisser en place en veillant à ce qu'elle soit parfaitement centrée. Je vérifie que le joint est bien à sa place. Les gars de JZM sont juste en train de vérifier notre boulot. Pour être honnête, ça a l'air plutôt bien. Je peux tout coller maintenant. On doit laisser sécher ça, et une fois que c'est prêt, on peut ajouter l'aéro. Bon, on a du boulot pour découper un pare-choc GT3 RS. Il faut découper cette grille pour que les attaches puissent fixer le nouveau séparateur, qui est beaucoup plus long, comme sur la RS6, qu'on a déjà modifié. On a un gabarit. On ne peut pas se planter parce qu'il n'y a pas de retour en arrière. Le modèle est fourni avec le kit Montey. On doit le poser sur la plaque métallique. Ensuite, on va découper les trous à l'aide d'une Dremel. D'abord, je vais marquer l'emplacement des trous, puis je vais retirer le modèle et sortir la Dremel. Juste un petit truc rapide, tous les trous doivent être en bas. Non, tu rigoles. Non, je plaisante. Il a failli m'avoir. Mais maintenant, les trous sont découpés. Et j'espère que ça aura plus de sens plus tard dans la vidéo. Il y a maintenant ces petites pièces en plastique à mettre sur les parties exposées de la grille. Et maintenant, on doit modifier ces attaches qui maintiennent le séparateur inférieur en place. D'abord, on doit tout enlever. Ensuite, ces plaques opérées sont fixées à la barre de protection avant. Avec les plaques, vous avez ensuite de nouvelles attaches métalliques, qui renforcent encore plus le soubassement.
Toutes les attaches maintiennent maintenant cette partie inférieure. Oh mon Dieu! Eh bien, ça marche vraiment. C'est dingue! Et maintenant, on doit remplacer un de ces trucs, mais je sais pas pourquoi. Attends, ça se vise pas sur celui-là? Genre, regarde. Je sais pas trop. Bizarre. Ensuite, pour s'adapter à cet aérodynamisme, il y a un séparateur avant plus grand. Mais avec un séparateur avant plus grand, on a aussi comment on les appelle déjà? Des tabliers? Des rideaux. Des rideaux, on les appelle des rideaux. On va les enlever. Maintenant, je dois dévisser les rideaux du pare-choc standard. Ensuite, il suffit de les détacher. Des deux côtés. C'est là que réside la différence. Donc il y a moins là, pas vrai? Ouais, mais plus ici. Mais bon, on dirait aussi que ça dirige l'air plus vers l'extérieur. Ouais, je dirais que si j'étais Montey, je dirais moins de résistance, plus d'appui aérodynamique. C'est vrai. D'après Montey, leur kit ajoute beaucoup plus d'appui aérodynamique, mais n'augmente pas du tout la traînée. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais on va sûrement le découvrir plus tard sur la piste. Montey a pris un sacré coup, regardez ça. Maintenant qu'on a mis les rideaux plus larges, on peut installer le séparateur avant plus large, qui va donner plus d'appui aérodynamique à l'avant. Vous pouvez voir qu'il y a en fait un trou sur le côté du pare-choc, là où se trouvait l'ancien rideau. Mais ce trou va être recouvert par ces pièces-là, qui sont juste collées sur le côté du pare-choc. Imaginez que vous roulez à environ 160 km/h et que vous passez votre main par la fenêtre, et vous faites le même mouvement que ces pièces-là. Vous sentez la force d'appui qui pousse sur votre main. Eh bien, c'est le même effet que ces pièces vont avoir sur l'avant. Une fois tout ça installé, Tom et moi pouvons maintenant aligner le pare-choc sur la voiture. Ils sortent comme des crocs. On doit revisser le pare-choc, puis remettre le séparateur avant, que j'ai dû enlever juste pour que tout soit bien aligné. Maintenant, vous voyez pourquoi on a fait des trous dans la calandre avant. Ils ont des attaches qui donnent un peu plus de soutien au séparateur avant, parce que ça va créer beaucoup d'appui aérodynamique qui va le pousser vers le bas. Fais une traction. Wow. Ça, c'est un bon conseil. Maintenant, tout l'aérodynamique du pare-choc avant est prêt. Ça commence déjà à ressembler à une voiture de course. Prochaine étape, on a fini l'avant, on passe à l'arrière. Vous pensiez que cette aile était dingue? Eh bien, ça va le devenir encore plus. On apporte la nouvelle aile. D'abord, je dois enlever les vieilles plaques d'extrémité du spoiler. Ensuite, j'enlève un clip en C qui maintient la partie en carbone du spoiler, qui est en fait le système DRS. Ça s'ouvre et se ferme quand vous appuyez sur un bouton sur le volant. Vous êtes censé l'ouvrir quand vous êtes sur les lignes droites pour réduire la traînée, et ensuite fermer dans les virages pour plus de stabilité. Mais celui-ci est en train d'être retiré. Ancien volet DRS. Nouveau volet DRS. Il est exactement de la même taille, je crois, mais avec un trou en plus. Moins de résistance, plus d'appui aérodynamique. Moins de résistance, plus d'appui aérodynamique. Je pense que c'est probablement ce qu'ils vont faire. Je crois que oui. Maintenant, il ne reste plus qu'à l'installer. Une fois qu'on l'aura mis en place, on aura des plaques d'extrémité plus grandes. Ces trucs sont énormes. Le DRS est activé. On va installer les plaques d'extrémité. Regardez ça. Une énorme plaque d'extrémité. Elle est peinte. C'est sous la laque. Montey. Ces plaques d'extrémité vont vraiment changer le look de la voiture. Ça fait presque penser à la Formule 1. Mais apparemment, tout ça a un but. Mais on verra ça plus tard. je ne pense pas que la taille puisse s'apprécier à l'écran, mais tout ça, c'est plus une question de fonctionnalité que d'esthétique, mais je trouve quand même que ça a l'air cool. C'est ce que je crois, les avis vont être très partagés. Ça, c'est l'original, et même l'original était énorme pour une voiture de route, mais celui-là est énorme. On dirait un petit jouet avec lequel on pourrait jouer. Regardez ça! Le dessous de l'aile, c'est la partie la plus sensible. Et c'est là que tu gagnes en aérodynamique, ce qui empêche l'air sale de pénétrer dans le flux propre. Ouais, regarde ça de dos.
C'est juste... Oh, bon sang. Ça a l'air tellement bête. C'est ridicule. Si on est en marche arrière et qu'il y a un gamin, on serait juste... Mais ce n'est pas tout. On a encore d'autres éléments aérodynamiques à installer. On est en train de mettre l'aileron. À l'origine, elles étaient conçues pour les voitures LM, où elles ont une très faible résistance à l'air, ce qui les empêche de se retourner, mais ils ont découvert que ça purifiait l'air. Donc, tous les éléments qu'on va mettre sur le toit vont évacuer l'air sale par le gros diffuseur. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de l'installer sur la voiture et s'assurer qu'il est bien droit. T'en penses quoi? C'est un peu extrême, non? Juste quand on pensait que on en avait fini avec l'aéro, il y en a plus. Porsche avait déjà mis un aéro sur le toit de la GT3 RS. Mais maintenant, Mantei en a ajouté encore plus. Toutes ces ailettes supplémentaires sur le toit sont censées guider l'air chaud qui sort à l'arrière du radiateur, à l'avant de la voiture, au-dessus du capot, vers le toit, et les ailettes sont censées l'éloigner de l'arrière du moteur. 2 n'étaient clairement pas suffisants, alors ils en ont ajouté d'autres. Une fois installé, JZM a remis le reste de l'intérieur en place. On peut ensuite passer à l'étape suivante. 3 points à celui qui regarde et qui peut me dire ce qui manque au niveau de la roue avant. On va bien voir. 3, 2, 1. Vous avez bien deviné. Il manque un étrier de frein. Et c'est parce qu'on voulait ajouter quelques modifications. On peut améliorer le freinage, même s'il est déjà super bon, et je ne vois pas comment il pourrait être meilleur. Mais apparemment, c'est possible. Donc maintenant, on enlève les plaquettes de frein standard de ces étriers. Je ne sais pas trop ce qui rend les plaquettes Mantei meilleures, mais elles ont l'air beaucoup plus épaisses. Et on m'a dit qu'elles étaient déjà pré-usées. Je peux donc les mettre directement dans l'étrier, afin de pouvoir foncer sur la piste sans problème. Les fils que vous me voyez fixés aux plaquettes de frein, c'est pour les capteurs d'usure des freins. Et quand les plaquettes de frein s'usent, les disques finissent par toucher ces capteurs, ce qui casse le fil. Ce qui allume un voyant sur le tableau de bord pour vous dire que vous devez changer vos plaquettes de frein. Donc c'est la prochaine étape à changer. Comme vous pouvez le voir, c'est un câble tressé, entièrement en acier, au lieu du câble en caoutchouc qui se dilate quand vous freinez. Ce qui n'est pas terrible. Ça devrait être mieux. C'est un truc que je pensais que Porsche ferait dès le départ, mais au moins on le fait maintenant. Les tuyaux en caoutchouc standard ont tendance à se dilater quand on appuie sur les freins, ce qui donne cette sensation de pédale de frein spongieuse, surtout quand il fait chaud. Et on les remplace par des flexibles tressés en acier Mantei Racing, qui empêchent la dilatation quand vous appuyez sur le frein. Après ça, on va changer le liquide de frein. En ce moment, j'utilise Mr Push pour faire passer le nouveau liquide de frein et la pression dans le système de freinage. Ensuite, je vais faire le tour de chaque coin, desserrer les raccords de frein sur les étriers pour faire sortir tout l'air du système, afin qu'il ne reste que du liquide à l'intérieur. Et voilà, le boulot est fait. Les freins sont purgés. C'est maintenant l'heure de l'alignement. Donc ça va avoir un réglage plus agressif, ce qui devrait faire une énorme différence entre la GT3 RS de série et cette GT3-là. Et les gars peuvent le faire ici sans avoir à l'emmener dans un centre d'alignement, car tout le nécessaire pour l'aligner se trouve à l'intérieur de ça. Je pense qu'on va ajouter du poids. Donc on ajoute le poids du pilote quand on fait l'équilibrage en virage. Ouais. Bon, on t'a acheté 100 kilos. Ouais, je crois que c'est assez évident. Pour aligner la voiture, la première chose que les gars vont faire, c'est installer cet équipement spécial. Ça ne va pas seulement leur dire où sont les roues, mais aussi peser la voiture. Et ça ne sert à rien de la régler s'ils n'ont pas pris en compte le poids du pilote. Donc, on met 75 kg dans le siège du conducteur, et puis ils utilisent des lasers pour tout aligner. Une chose super importante, c'est de bien aligner le volant quand ils font ça. Maintenant, ils peuvent voir le pincement ou le carrossage des roues avant. Les gars vont régler ça pour que la voiture ait un peu de pincement. Quand vous accélérez, les roues ont tendance à déraper un peu. Ils peuvent aussi voir le degré de carrossage. C'est là où les roues penchent vers l'intérieur ou l'extérieur. Maintenant, on cherche un carrossage négatif, parce qu'une fois qu'on prend le virage, la voiture va rouler sur le pneu extérieur. Et si on a un carrossage négatif et que les roues sont tournées vers l'intérieur, quand le poids de la voiture va rouler sur ce pneu, ça va donner au pneu une surface de contact bien plus grande quand on prend ces virages. Et tout ça ne sert à rien si la voiture n'est pas bien équilibrée. Par exemple, si l'arrière gauche de la suspension est trop haut, ça va mettre plus de poids sur l'avant droit de la suspension.
Donc, ce que les gars cherchent ici, c'est une répartition du poids parfaitement équilibrée à 50-50. Et ils vont y arriver en ajustant la hauteur à chaque coin de la voiture. Une fois qu'ils sont satisfaits, ils serrent tous les boulons, les resserrent selon les spécifications et on peut continuer. Pendant qu'ils font les derniers réglages, il y a aussi cette pièce qui va avec, parce que vous remarquerez peut-être que sur le modèle de série, l'habitacle est littéralement ouvert, ce qui... En fait, on veut que ce soit aussi lisse que possible. Comme on l'a vu sur la Revuelto, c'est complètement plat en dessous. Ici, c'est presque plat. Et puis on met ça et ça rend le sol encore plus plat. Le plancher de la voiture est conçu pour fonctionner comme un aspirateur. Plus l'air passe vite en dessous, plus la voiture est collée au sol. Donc, en le rendant aussi lisse que possible, on va le rendre beaucoup plus stable à grande vitesse. Mais ça ne s'arrête pas là. On a un diffuseur supplémentaire. Regardez celui d'origine. N'importe quoi. Et regardez ça. Un diffuseur avec du carbone et des ailettes bien plus grandes pour évacuer l'air sous la voiture le plus vite possible. Et en plus, ça a l'air complètement dingue. Regardez ça. Donc on a fait, enfin, Wheelmania a fait ça pour que ça ressemble à une Mantei. Mais maintenant j'ai vraiment une Mantei. Donc voilà comment ils sont montés. En fait, ils sont fixés au verrou central, puis boulonnés. Donc pour l'instant, on utilise 2 disques. On va peut-être enlever le disque intérieur, mais pour l'instant, ça ira. Encore une fois, tout ça est fait pour purifier l'air sur le côté de la voiture. Une autre partie de l'aérodynamique est là pour éliminer tout l'air sale sur les côtés de la voiture. Une fois qu'on a installé les disques aérodynamiques arrière, on passe aux dernières pièces qui sont là juste pour le style. Les plaques de protection GT3 RS qui s'illuminent sont retirées et remplacées par des plaques de protection Mantei qui s'illuminent aussi. Ce sont les petits détails qui font la différence. On l'a complètement transformé. On l'a complètement changé. Maintenant, je pense que on peut vous montrer le produit fini. On est au circuit de Navarre, en Espagne. Quel endroit génial pour essayer la GT3 RS. Pour la première fois, je vais la conduire comme il le faut. Et regardez, le kit Mantei. Il a l'air d'un autre monde. Écoutez, c'est pas vraiment une question d'apparence, c'est plus une question de praticité. En fait, c'est plus une question de performance et de praticité. Et j'espère vraiment que ça va donner un avantage pour cette course. Mais bon, faisons le tour complet de la voiture, parce que je sais pas si vous l'avez déjà vu, mais il y a une énorme différence avec ces disques en forme d'assiette, ici, là. Cette énorme aile, elle a l'air dans son élément naturel ici, mais sur l'autoroute ou dans les bouchons, elle aurait l'air absolument ridicule. Mais c'est la première fois que je vais vraiment pouvoir conduire cette voiture et sentir la différence entre la GT3 qu'on a reconstruite et maintenant une RS Mantei. Mais je n'en reviens vraiment pas de l'allure de cette voiture. Ce sera la première fois qu'on pourra vraiment la tester en rallye. On devrait même pouvoir passer la 2e vitesse. On n'en est pas encore arrivé là. La voiture a été livrée directement ici. Je pense qu'il est temps de la mettre sur la piste et de lui faire un petit tour. Allons-y. Le circuit de Navarre. L'endroit parfait pour tester la GT3 RS avec toute sa nouvelle aérodynamique. Plein de virages rapides et assez cool pour la Formule 4. Mais on va bientôt voir si c'est assez cool pour un pilote de Formule 1. Allons tester cette Porsche. Oh mon Dieu! Le bruit de l'échappement est complètement dingue. La voiture roulait super bien. L'adhérence est déjà dingue et on roule avec des pneus froids. Oh, la force G est dingue. L'adhérence est ridicule aussi. Oh mon Dieu les gars, c'est trop marrant. La dernière fois que je suis venu ici, c'était en Rolls-Royce. Je sais pas où ça va. Oh, il y a comme une chicane. Oh mon Dieu. On perd de l'adhérence. Ah. On a perdu un peu d'adhérence. Notre premier tour qui... Oh mon Dieu, mon cœur bat à fond. Mais c'est le moment parfait pour boire un Y-Food. Ouais, pourquoi pas.
C'est l'édition spéciale Matt Armstrong White Food. Je bois ça depuis des années. Et ils ont créé une boisson spéciale, juste pour moi. Je la bois depuis tout ce temps. C'est une boisson parfaite pour un remplacement de repas. Ça vous rassasie jusqu'au prochain repas. Donc, vous buvez ça au lieu de manger du fast-food à midi. Donc, quand on est en route et qu'il n'y a pas d'autre endroit où manger, c'est le moment parfait pour boire ça. Bon, je vais entendre ma voiture pour la première fois de l'extérieur. Ils vont faire un petit tour en ligne droite. Vas-y! Oh là là! N'oubliez pas que ces produits Y-Food sont riches en fibres, riches en protéines, sans lactose, sans gluten et sans sucre ajouté. Oh, il y a 9000 tours par minute! Il n'en reste pas beaucoup. C'est la saveur Happy Banana. Il y a plein d'autres parfums, mais l'édition limitée, c'est juste Happy Banana. C'est mon parfum préféré. Ça me donne littéralement la chair de poule. Oh mon Dieu! Pour avoir un de ces Y-Food en édition limitée, vous pouvez utiliser le lien dans la description ci-dessous. Un code de réduction apparaît aussi à l'écran en ce moment même. Et il en reste vraiment plus beaucoup. Ouais. Je pense que ça va devenir sérieux. J'ai besoin de faire quelques tours d'entraînement. C'est parti! La 3RS est prête. Et moi, je suis prêt. Et il nous faut juste une voiture contre laquelle faire la course. Et je crois que j'ai la solution parfaite. La GT3! C'est pas un pilote de F1! Une autre voiture qu'on a reconstruite sur la chaîne, et on pense que ça va être la course la plus intéressante entre les deux voitures. La GT3 RS et la GT3 ont le même moteur et la même boîte de vitesse, avec quelques différences. La GT3 RS a 15 chevaux de plus, mais la GT3 a 4 pieds-livres de couple en plus. La 3RS passe de 0 à 100 km/h 0,2 secondes plus vite que la GT3, mais la GT3 atteint une vitesse de pointe supérieure de 80 km/h à celle de la GT3 RS. Et bien sûr, la GT3 RS a une meilleure aérodynamique et des roues plus larges que la GT3. Mais mon père n'a pas une bonne réputation en tant que pilote F1, mais on a quelqu'un qui l'est. Le voilà, c'est Mick Schumacher. Voici Mick Schumacher, connu pour piloter en Formule 1. Schumacher claque la porte. Il a gagné des championnats de Formule 3 et de Formule 2. Vous avez devant vous le nouveau champion. Et n'oubliez pas son père, le plus grand de tous les temps, Michael Schumacher. On dit que le sport automobile, c'est dans les gènes, et on peut dire que c'est vrai dans ce cas. C'est parti, on n'est plus potes à partir de maintenant. Ouais, un mur de fer. Donc, tu as la GT3 rose. Il me semble que tu as toi-même une GT3 RS, mais que tu n'as jamais conduit de GT3 avant. Non, jamais. Ok. Ce sera la première fois, et c'est une voiture avec le volant à droite. Des excuses déjà, il a sorti les excuses. Ok, bon, on a quelques tests à faire avant de se lancer sur la piste et de s'affronter. L'un d'entre eux sera une course de dragster, mais je pense qu'on devrait le laisser sortir en premier. Je pense qu'il faut faire le moins de tours possible. Ouais, on ne veut pas qu'il s'échauffe trop, surtout qu'il n'a jamais conduit cette voiture avant. Donc, ce serait bien de faire au moins 1 ou 2 tours. 1 ou 2, ça va. 1 ou 2. On s'est lancé direct dans une course de dragster. C'est parti, GT3 contre GT3 RS. C'est sûrement la seule chance que je vais avoir de battre Mick. Bienvenue, comme dirait Matt, au camp Tony. Ouais, il y a déjà des trucs qui gênent. 3, 2, 1... C'est parti. Oh, j'ai pris l'avantage. J'ai pris l'avantage sur la GT3. Oh, c'est serré, c'est serré. C'était beaucoup plus proche que ce que je pensais. Oh, la GT3 RS. Je viens de battre Mick Schumacher. Évidemment, Mick n'était pas super content. Le truc avec les pilotes de Formule 1, c'est qu'ils n'aiment pas être battus. C'est pourquoi ils sont capables de faire ce qu'ils font. Et je viens d'en battre un. Je viens de battre un pilote de Formule 1. Je crois qu'on va recommencer. Qu'est-ce que t'en penses? C'était pas le meilleur départ. J'ai laissé une grosse marque devant. Ah ouais, c'est vrai, regarde ça. Deuxième round. Ouais, ok, c'est parti. Regardez ça, une tactique de Formule 1. Il veut changer de côté. Pour avoir un côté propre.
pourquoi t'as changé de côté cette fois-ci? Eh ben, ce côté, il est plus propre. C'est pour ça? Ouais, il est mieux, on verra bien. On verra bien, ça me donne les meilleures chances. Ok, ça me va. 3, 2, 1, go! La GT3 RS c'est tellement mieux! Ah! Oh, Mick fait beaucoup patiner ses roues. Allez! Oh là là! Mick a vraiment assuré, là. Je pense que c'est parce que Mick a fait patiner ses roues. Quand il est parti. Laisse tomber. C'était tellement serré avec la fumée qui sortait de l'arrière de la GT3 et les roues qui patinaient. C'est dingue. Je crois que celui-là était encore plus long. Ouais, c'était... Tu fumais vraiment comme un dingue derrière. Tu penses que tu peux le battre ou pas? Honnêtement, sur la ligne droite, je pense que si on fait un départ lancé, d'accord, je pense que je pourrais réussir parce que la ligne droite est en fait beaucoup plus rapide. Un départ lancé, vraiment? Il veut vraiment gagner. Ouais, Il veut vraiment gagner. c'est parti, la course commence à partir de cette ligne rouge. Mick pense qu'il va gagner cette course. Ouais, il me bat au départ lancé. Il fallait bien qu'il en gagne une, non? Il fallait bien qu'il en gagne une. Impossible à rattraper. Ça te va? Eh bien, en fait, je suis quand même parti avant toi. Ouais, tu veux en faire une autre? Une autre? Ouais, juste une autre, Tu juste vas une autre. continuer jusqu'à ce que tu gagnes, c'est ça ce que tu vas faire. Allez, la GT3 RS. Ah La GT3 est juste au top en vitesse de pointe. C'est super serré par contre. C'est vraiment super serré. Matt a mieux démarré, mais je continue de penser que la GT3 est plus rapide. Mais est-ce que Mick Schumacher est plus rapide que Matt sur le circuit en GT3? On aurait pu continuer toute la journée. Et on était tous les deux aussi compétitifs l'un que l'autre. C'était tellement cool de faire des courses de dragster avec Mick. Mais maintenant, on va voir si la 3 RS avec le kit Mantei est vraiment rapide sur le circuit. La GT3 est plus rapide en ligne droite. La GT3 RS est meilleure au démarrage. Et moi, je suis généralement plus rapide dans l'ensemble. Tu sais ce qui me fait vraiment peur aussi? Il vient de me demander, avant qu'on commence nos tours là, il vient de me demander si on avait besoin des pneus pour rentrer à la maison. Oui, on en a besoin. On fait une séance de 15 minutes? Ouais. Une séance de 15 minutes, ça te va? Pourquoi faire? Un tour rapide? J'ai juste besoin d'un tour. Oh mon dieu! Ça va être cool, un peu comme un tour de qualification, en quelque sorte. Donc tu pars, tu fais un tour de sortie, un tour rapide et un tour d'entrée. Oh, donc c'est littéralement en un seul tour. Juste un tour. Bon, bah j'imagine que c'est comme ça en Formule 1. On fait un tour de sortie, un tour rapide et un tour d'entrée. J'ai l'impression qu'il te fait marcher à sa façon. Je sais. Je sais. Il est né sur un circuit. Ouais. On va te laisser faire ton tour. Je connaîtrais pas ton temps au tour. Je trouve ça normal, non? Ouais, je pense que tu devrais y aller en premier. Oh mon dieu! C'est lui qui décide tout! C'est ma vidéo quand même! On a fait passer Mick en premier. C'est complètement dingue de faire ça. Et ça ne serait jamais arrivé sans vous tous. Alors, merci beaucoup de vous être abonnés. C'est parti. Comme un lundi après-midi. T'es vraiment pas sûr de toi, pas vrai? Je veux dire, la voiture est plutôt rapide. Le pack Mantei et tout ça, donc on verra bien. Mais ça n'a rien à voir avec la conduite de Matt. Il fait du bon boulot, comme le tour que j'ai fait avec lui. J'ai été vraiment impressionné. D'accord. Donc on verra bien. En tout cas, c'est la course qui compte. C'est vrai, ouais. C'est là que la pression arrive. Ouais, t'es peut-être plus doué pour ça. Ouais, t'es prêt? Ouais, bonne chance. Bon, il fait un tour de sortie, il va faire chauffer ses pneus, et puis il va faire un tour rapide, comme dans les qualifications en F1. Donc tout repose sur moi. Je ne dois pas me planter. Lui, il est habitué à la pression, c'est pour ça qu'il est au top des pilotes. Parce qu'il est habitué à la pression. Moi, en ce moment, je claque des genoux. Mick fait donc son tour de sortie. Pour s'assurer que tout va bien, se familiariser avec la piste, chauffer ses pneus et se préparer.
On a un chronomètre Race Logic dans la voiture. C'est le moyen le plus précis pour enregistrer les temps autour. Mais il y a aussi 2 gars dehors qui filmeront avec leur téléphone. C'est parti! Est-ce qu'il va lever le pied pour le premier virage? C'est ce que je veux savoir. Bon, le voilà qui prend le premier virage, à une vitesse incroyablement rapide. Et je pense qu'il a légèrement touché les freins. Il a ensuite pris le deuxième virage à une telle vitesse que la voiture est devenue vraiment incontrôlable, au point qu'il a failli faire un tête à queue pour en sortir. Ouh, ça a fait un peu de bruit. Sortie du deuxième virage en descente. Ce sont des voitures rapides où il y a beaucoup d'appui aérodynamique. Mais la voiture avait l'air bien stable à cet endroit. Une fois que vous êtes descendu, vous remontez dans une sorte de zone de compression. Et c'est un double virage à gauche. Vous pouvez voir à quel point Mick doit tourner le volant. L'arrière a vraiment tendance à déraper sur la GT3. Et Mick doit corriger ça à chaque seconde. Ensuite, ça redescend vers un virage lent à 90 degrés à droite, avant de déboucher sur une longue ligne droite où on peut vraiment pousser la GT3 à fond. Ouais, ça sonne bien sur une ligne droite. On n'a pas encore entendu de gravier. Après la ligne droite, il freine à fond pour prendre un virage à droite aussi large que possible. Encore une fois, vous pouvez voir à quel point il doit tourner le volant ici. Il garde le pied au plancher pour ce virage à droite, puis il arrive à un autre double virage à gauche sur le nouveau circuit. Il freine fort et rate un peu le premier point de corde, puis touche le deuxième. Encore une fois, il perd vraiment le contrôle à la sortie. La piste commence maintenant à descendre après une chicane, où il prend tout le piano sur le côté droit, ce qui déstabilise à nouveau la voiture. Il faut vraiment beaucoup tourner le volant pour garder la voiture en ligne droite. C'est dingue, je crois que les pneus sont vraiment en train de surchauffer maintenant. Puis direction vers l'un des virages en épingle les plus lents du circuit. Sorti de celui-ci et arrivé au dernier virage. Oh mon Dieu! T'es nerveux maintenant? Ouais, je suis vraiment mal. Le dernier virage est vraiment galère. C'est un virage à droite en montée. Vous n'avez pas besoin de trop freiner, car la pente vous ralentit. Encore une fois, regardez tous les contre-braquages pour vous en sortir. Et enfin, on a la ligne d'arrivée. Mick Schumacher passe la ligne d'arrivée. Temps de qualification chronométré. Je n'ai aucune idée du temps qu'il vient de faire. Vous le savez, il le saura, mais il n'a aucune idée de ce que je vais faire. Mais il y avait beaucoup de crissements, non? Il y avait beaucoup de crissements de pneus. Oh, j'ai besoin d'aller faire pipi. Ouais, c'était pas le tour le plus propre. On a entendu quelques crissements? Ouais, genre, tu vois, dans le virage numéro 1, je m'attendais pas à ce qu'il y ait beaucoup d'adhérence, mais il y en avait vraiment aucune. J'étais assez proche dans le virage numéro 1. J'ai pris le virage un peu plus doucement que d'habitude, tu vois? Ouais. Après ce que j'ai fait avec, tu sais, le tour d'avant. Ouais. Mais ensuite, au virage numéro 2, j'ai dérapé et j'ai pas su le contrôler. Du coup, j'ai continué à déraper. Je me suis mis de côté, donc j'étais comme... ok, mais à un moment donné, je dois bien le rattraper. Ça va être cool à regarder. Et puis je suis parti et je suis revenu, puis au virage suivant, je suis reparti et... C'est quand même assez délicat, mais j'espère qu'on aura plus d'appui aérodynamique pour que j'ai pas le même problème. Je sais pas si t'auras assez de pneus plus tard, si je continue à rouler comme ça. C'est à moi de jouer maintenant. Les aiguilles ont lentement tourné pour en arriver à ce stade. Matt est sorti pour le moment. Tu penses qu'il va se passer quoi? Il va se faire avoir. Je pense pas qu'il ait la moindre chance. Charlie, qu'est-ce que t'en penses? Aucune idée. Mais je pense que ça va pas bien se passer pour lui. Pour Matt ou Mick? Pour Matt. Ok. Une mauvaise journée au boulot, je dirais. Ce que Mick ne sait pas, c'est que j'ai passé des heures chez moi, sur le simulateur, pour essayer de me familiariser avec le circuit, les points de freinage et le comportement de la voiture. Est-ce que ça va m'aider pour ce tour? Je n'en sais rien. À ton avis, à combien il va finir? Pas autant qu'il le pense, je crois. T'es sûr? T'en penses quoi, toi? Tu penses qu'il va mettre 2 ou 3 secondes? Je pense que ça va être plus que ça. Ah bon? 6 secondes. Je pense que je dirais entre 5 et 10, je pense. Je pense que c'est bien. Je me sens bien dans le tour de sortie. Voyons comment ça se passe. Bon, nous y voilà. On prend le premier virage. Sur le simulateur, je peux prendre ce virage en levant juste le pied. Mais cette fois, je n'ai pas eu le courage de le faire. J'ai dû effleurer les freins. Oh, il a freiné là aussi. Il a freiné.
Mais en arrivant beaucoup plus lentement, ça m'a permis d'avoir une bonne trajectoire à la sortie. C'était plutôt sympa. Sans survirage. La force G que je viens de subir est dingue. On descend maintenant dans la zone de compression, avant de remonter dans le double virage à gauche. J'essaie de ne pas lever le pied ici, sinon la voiture va survirer. Et pour rétrograder, j'ai juste fait une petite correction, mais rien de comparable à ce que Mick a dû faire avec la GT3. C'est comme l'une de tes plus grandes réussites en voiture. Eh bien, je veux dire, remporter un championnat, c'est toujours super. C'est le rêve de tout pilote. J'ai donc eu la chance de remporter les championnats F3 et de F2, ce qui m'a évidemment permis d'accéder à la Formule 1. Maintenant, on descend vers le virage à droite à 90 degrés. Encore une fois, très peu de survirage et une belle prise de virage. DRS ouvert. Allez, 3 RS. J'ai ouvert le DRS. Ça a réduit la traînée dans les lignes droites et j'ai atteint presque les 210 km/h avant de freiner. Dans l'ensemble, ça a été super. Et passer à la Formule 1, ça a été encore mieux. Et tu dirais que la victoire d'aujourd'hui vient couronner tout ça. Ouais. Après la longue ligne droite, il y a un virage à droite. Et là, je peux vraiment utiliser l'appui aérodynamique. Ah! On arrive maintenant à l'un des virages les plus délicats du circuit. Un double virage à gauche. Reste bien à l'intérieur, utilise un peu le sous-virage pour ralentir, et regardez ça par rapport à la GT3. Pas de survirage à la sortie. J'ai pu ouvrir le volant et la voiture était super stable. J'ai un peu ralenti dans les virages en S pour pouvoir mieux repartir après. Mais j'ai vraiment pu sentir l'adhérence et l'appui aérodynamique de cette voiture. J'ai l'impression qu'on pourrait aller encore plus loin dans les derniers virages. Allez, 3 RS! Le voilà, il arrive. Je monte la dernière côte et prends le dernier virage où j'ai fait une petite erreur. J'ai touché le trottoir et j'ai pris un virage très large, mais j'étais tellement concentré que j'ai oublié le bouton DRS. T'as les temps autour? Ouais, mais tu vas devoir attendre pour ça. Wow! Je sais pas, peut-être que c'était rapide, peut-être que c'était lent. J'ai oublié d'ouvrir le DRS dans la dernière ligne droite. Je sais pas si ça va changer quelque chose. J'ai trouvé que c'était un tour assez propre. Le dernier virage était un peu serré, mais ça m'a semblé plutôt propre. Ça va être intéressant à voir. Mais quelle expérience quand même! Je suis super reconnaissant pour ça. Je m'éclate vraiment. Comment tu te sens après ça? Je veux dire, je pense qu'il a fait du super boulot. Mais il y avait quelques trucs que j'ai dû modifier, donc je pense que ça va être assez proche. J'espère. Voyons voir les temps autour. Je suis impatient. Alors, t'as fait un tête à queue dans le dernier virage, c'est ça? Ouais, tu m'as dit que les limites de la piste n'étaient pas un problème. Ça semblait bien. Je me sentais lent. J'ai vraiment... Mes parties personnelles se sont désintégrées dans le premier virage. J'ai ralenti beaucoup plus que nécessaire, mais c'était sympa. Même si c'était un peu lent. Voilà, on en est là. Les temps autour. Est-ce que ça en valait la peine? Tu veux que je te dise qui a perdu ou gagné? Tu peux dire qui est le plus rapide et qui est le plus lent. Et ensuite, on passera au temps. Ok, donc, je peux annoncer... Ouais. Que le gagnant était Matt. Par... Non. 2 dixièmes. Non. Ouais. Pas possible. On avait des téléphones, il y avait un chronomètre pro et t'étais 2 dixièmes plus rapide. Est-ce que cette voiture est vraiment plus rapide ou est-ce que c'était moi? Tu ferais mieux d'y aller. Voilà. Mick a fait un temps de 1,59 et 80 centièmes en GT3. Et moi, un temps de 1 minute, 59 secondes et 6 centièmes. Vous vous rendez compte à quel point c'était serré? Je prends mon air abruti. Vraiment? 2 dixièmes plus rapide. Alors on peut acheter la vitesse, mesdames et messieurs. Tu peux payer pour gagner. On dirait vraiment que tout ce qu'on a fait sur cette voiture en valait la peine. Le kit Montey et le fait que la GT3 RS soit une voiture plus rapide de toute façon. Mais j'ai encore du mal à croire que c'était aussi serré. Mais bien sûr, ça n'a pas plu à Mick. T'étais à 159,6 et Mick à 159,8. Maintenant, c'était l'heure de la revanche. Bon, il faut battre 1 minute 59 et 6 centièmes. Et il commence à pleuvoir. On va voir. Y a un problème? Non, je ne veux pas limiter ton temps autour.
Vous allez croire qu'on n'a pas réglé ce problème, mais j'arrive toujours pas à y croire. J'arrive vraiment toujours pas à y croire, mais maintenant, ça va vraiment faire la différence. Il va bientôt pleuvoir. Alors j'espère que Mick va réussir à faire un tour sans problème. On va voir, dans la même voiture, quel est le temps qu'il peut faire. Et c'est parti! Après nos essais, on avait prévu de faire la course avec les voitures, mais Mick voulait essayer la GT3 RS avant qu'il ne pleuve pour voir à quel point elle était plus rapide. Il n'est pas content. Il n'est pas content. Même s'il est évident que ma voiture est bien plus rapide, il conduit comme un fou. Et regardez ça, il fonce dans le virage numéro 1, sans lever le pied, à 232 km/h. Oh mon Dieu, il n'a pas freiné, il n'a pas freiné! Il est dingue! Il a dit qu'il allait faire ça. Il conduisait comme si le championnat était en jeu. Et regardez comment la GT3 RS était plus précise dans ses virages. Même sur une piste un peu humide. Plus de survirage. Ah, ça commence à cracher, il va vraiment faire un bon temps au tour maintenant. Je veux savoir maintenant. Mais attendez, avant de vous montrer les temps au tour mixte, on avait une course à faire. Et c'est parti pour la course. Mais pour rendre les choses plus intéressantes, il pleut. Oui, mais Mick a plus d'expérience sur piste mouillée. Ouais, et je crois que la dernière fois que Matt a conduit une voiture à traction arrière sous la pluie, c'était sa Lamborghini Gallardo, et elle a fini dans le fossé. Et il roulait seulement à 50 km/h. La bataille des voitures GT. Maintenant, on va vraiment se battre. Qui est le pilote le plus rapide? C'est pas bon, parce que ses pneus sont meilleurs sur piste mouillée que les miens. La piste est assez mouillée maintenant, mais je pense que Matt est prudent, tout comme moi. Et c'est parti. J'ai encore pris un meilleur départ avec la GT3 RS. Elle tient beaucoup mieux la route. Mais j'ai essayé de fermer la ligne intérieure, ce qui m'a obligé à sacrifier ma trajectoire dans le deuxième virage, en prenant un peu plus large. Schumacher prend maintenant l'intérieur, ça se passe super bien. Armstrong est poussé vers l'extérieur. Les deux sont côte à côte sur cette piste. Ce qui voulait dire que j'étais maintenant derrière Schumacher. Des mots que je n'aurais jamais pensé prononcer. Il m'a dépassé! Mais est-ce que je peux rester avec lui? Je suis sûr que la GT3 RS peut prendre le virage plus vite. Matt a dû prendre le virage trop vite. Matt va le rattraper par contre. Ah! J'ai surviré! C'était une expérience inédite pour moi. Poursuivre un pilote de Formule 1. C'était pas trop mal. Ouais, il se débrouille pas mal. Et maintenant, la dernière ligne droite. Avant l'arrivée. Mais voilà, c'est fait. Un pilote de Formule 1 est plus rapide dans une GT3 que dans une GT3 RS. Bravo à toi, Mick. C'est l'une des meilleures choses que j'ai jamais faites. Mais peu importe le résultat, j'ai vécu une expérience incroyable. Sans parler de ma rencontre avec Mick, partager une piste avec lui et le voir piloter les deux voitures qu'on a reconstruites. Et peu importe son parcours, il reste un passionné de voitures. Comme nous tous. Waouh! Et il a aussi lancé une chaîne YouTube, pour que vous puissiez aller y jeter un coup d'œil. Son nom est déjà gravé dessus! La Carrera Cup accidentée. Mais attendez, on doit voir son temps au tour dans la GT3 RS. Oh mon Dieu! C'est quoi le temps? 3 secondes. 3 secondes plus vite. Ouais, regarde ça. Ouais! 1 minute 56 et 20 centièmes. Oh mon Dieu! C'était légèrement plus vite. Je pense qu'il va repartir et aller plus vite. Oh mon Dieu! C'était cool. Quelle vidéo! Elle restera dans les mémoires. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, donnez-moi un like et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Peace out.
Ce serait pas une journée sur circuit sans Matt dans le gravier, pas vrai? T'es comme la fille de la grille de départ, vas-y. Like a drug that I just can't deny.